Bon vendredi tout le monde et bienvenue dans le premier show du vendredi de la saison. Il est de retour, comme vous le savez, et pour les nouveaux qui nous rejoignent, le show du vendredi est un montage de moi-même, des meilleurs moments de nos intervenants dans toute liberté que j'interviewe à chaque semaine, qu'on fait des chroniques avec eux. On parle de politique, de microbiologie, d'agriculture, d'à peu près de tout. Donc, je fais un montage de ça et je vous présente ça comme un show du vendredi de Yann et Frank à midi. Donc, cette semaine, on commence avec Sensei Pascal Derry qui, vendredi dernier, en a fait une longue épopée à quel point il était tanné de voir de l'embonpoint l'obésité et la sédentarité affecter toutes les générations confondues, principalement les jeunes, mais de plus en plus la population occidentale, et il a lancé un cri du cœur aux gens qui puissent bouger et reprendre leur vie et leur santé en main. Non, moi, ça me ment sacrament. Comme je te disais, là. je te prends cet exemple-là, là, parce qu'à un moment donné, il a fallu que ma blonde elle me dise de calmer. J'étais écœuré de voir des gros. J'étais écœuré de voir des gros qui étaient dans le fil d'attente. Puis tu vas me dire, c'est quoi, là? Les enfants se font chat-shaming? Non. Un grossophobe, Pascal! À un moment donné, il faudrait peut-être qu'on le devienne un peu plus. J'ai de la misère avec ce débat-là. C'est pas un débat. Ah non, c'est pas un débat pantoute. Voilà, c'est pas néné. Là, on parle en adulte comme si on était des enfants dans une cour de récréation qui pointent le petit gros de t'es gros, néné. Pas ça, là. Là, on parle d'adultes qui ont choisi, choisi d'être comme ça. Big Bone, de la merde. J'ai un système lent, c'est de la merde. Il n'y a pas de raison pour être comme ça. Sédentarité, de la crise de merde. Il y a une différence entre avoir un surplus de poids puis d'avoir ton bourrelet qui dépasse ta ceinture assis sur ton triporteur, sur ton téléphone, ton cul plein, en train de te plaindre avec ton cornet dans une file d'attente à Disney. Là. Pour moi, c'est le summum de l'humain paresseux. Là. Comprenez mon point de vue. Oh, mais c'est pas grave, Pascal. On va se payer de l'Ozempic puis ça va être réglé. Parce que c'est l'attitude qu'il y en a. C'est supposé être des humains responsables. Voilà pourquoi je suis en sacrament après ce monde-là. Parce qu'on a une culture qui commence à dire qu'il faut accepter tout le monde comme ils sont. Il y a une différence en dire je ne voudrais pas t'écœurer de façon complètement gratuite parce que je te trouve que ta corpulence m'écœure. Ça, c'est une chose. Mais deux, qu'on commence de façon sociétale à dire, ben c'est correct, on accepte comme on est parce que c'est ça qui est en première du magazine Marina. J'ai un esti de problème avec ça. Parce que c'est une question d'attitude et de respect de l'autre être humain. Si on admire des gens comme Georges Saint-Pierre, comme les athlètes là, qui étaient justement aux Jeux olympiques, là, qui ont représenté votre pays, là, pourquoi on les admire, eux autres? Parce qu'on comprend en société tout ce que ça prend en arrière pour devenir aussi élite que ça. Les sacrifices, le dévouement. Vous pourriez parler de n'importe quel Olympien, puis vous parlerez d'un parcours plein d'embûches, plein de peines, de misère, de boitage, de blessures, mais surtout qui n'ont jamais arrêté, qui ont progressé, puis qui sont rendus jusque-là. C'est peut-être pour rien qu'ils braillent rendus sur un podium, là, parce que sont énormément d'invités et très, très peu d'élus pour la même quantité de sacrifices. Mais pourquoi? À l'inverse, est-ce qu'on pourrait pas avoir un certain, pas un dégoût, mais on peut-tu avoir un sentiment contraire pour des humains qui décident de s'empiffrer, là? Voici l'attitude que je déteste en arrière de ça. En arrière d'un athlète olympique, vous comprenez qu'il y a des contrastes. On n'a pas tous 4 ans. En arrière d'un athlète olympique, il y a une mentalité de donner. C'est du output. Ça donne, ça donne, ça donne. À tous les jours, ça sort, ça sort, ça sort. À l'inverse, la grosse quinquose qui se plaint, là, qui prend 3 places dans l'avion puis qui s'en va se plaindre que Southwest n'a pas des bancs assez larges, a une mentalité de prendre et de reprendre. Ouais, mais peut-être qu'elle n'a pas assez de confiance en elle. Ouais, mais peut-être qu'elle a vécu quelque chose dans son enfance. Tough fucking shit! C'est encore un humain qui a choisi de se victimiser et de s'empiffrer pour oublier. Mais c'est ça, c'est noyer. On dit souvent les alcooliques se noient dans leur propre malheur, puis essaient, c'est ça, de se noyer dans l'alcool, tandis que là, tu te noies dans la bouffe, dans le surplus, en essayant d'oublier. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas de maudite excuse, puis de défaite, puis de victimisation. Là, on parle d'adultes qui ont le choix. C-H-O-I fucking X. Choix. Tu choisis d'être comme ça. C'est ça qui me fait suer. Tu peux faire une prise de conscience et une prise d'action proactive. Quelqu'un comme ça dans un gym, tant mieux, t'as été long avant de décider, mais t'es sur le bon chemin, lâche pas. Ou bouge. Mais c'est des valeurs
dégueulasse. C'est pour ça que j'ai autant de passion négative envers ces groupements-là, parce que c'est une mentalité de je m'en piffe, moi, égocentrisme, moi, puis encore plus. Pendant ce temps-là, on a du monde qui sont pauvres, on a la misère à manger une fois par jour, puis on a des cultures qui n'ont tellement trop que ça leur sort par le trou du CUL, puis dans les bourrelets, puis dans les maladies chroniques. Je te dis, moi, je déborde présentement, de ne pas avoir passé un été quasiment toutes les fins de semaine d'aller aux États. Puis quand tu es sur les terrains montagneux, tu vois du monde qui ont une bonne santé, puis souvent ils viennent d'ailleurs. Puis si tu as malheur de faire une visite dans un Walmart local, et Christy, la qualité descend, là. On a aussi ce problème-là à moins de grosse échelle au Canada, parce qu'on n'a pas la même culture. On a une culture un peu plus méditerranéenne quant à notre diète, qui est déjà meilleure. Ça, on a été introduit à des légumes de bonne heure. Mais il reste que la Christie de sédentarité nous gagne. Et c'est surtout l'attitude, le Christie d'ego rendu à l'âge adulte. J'ai de la misère. Je te dis, man, plus je vieillis, plus je deviens asocial, plus je deviens intolérant, puis plus ça me plaît. On a une culture de gens qui arrivent à un certain âge, je pense qu'ils sont quelqu'un, puis qui sont complètement fermés à toute autre version de la chose, puis à une évolution. Moi, je suis rendu de même, c'est de même. Moi, je suis le moule, il est fait, la cire est figée, puis il n'y a aucun moyen de faire un Mon fantôme d'amour, puis refaire une autre peau avec ça. Puis, c'est ça. Alors que, pour moi, tu as une responsabilité. La première, c'est prendre soin du seul corps qui t'est donné. Un, pour toi. Puis si tu ne fais pas pour toi, pour deux, fais-le donc pour la société qui, surtout au Canada, là, on se cotise à la gang pour payer tes traitements. Moi aussi, ça me fait suer. Là. Je vous écoutez rien, gang, en soins hospitaliers. Je vous le dis tout de suite. Là. Je paye mes taxes, mes impôts. Là. Alors même, je pense que t'aides le système hospitalier à quantité de monde que tu motives, puis à se garder en forme. T'es un contributeur positif, au contraire. Moi, je suis au crédit. Là. Je suis au crédit de un Christy de bout parce que je prends soin de mes responsabilités. L'autre maudite défaite, c'est qu'on sait bien, lui, il est sportif. On sait bien, lui, il est de même. Il n'y a personne qui est né de même. Il n'y a personne qui est né gros aussi. Il n'y a personne qui est né athlète. Il y en a qui sont nés avec certaines disponibilités pour un ou l'autre, mais il n'y a rien là-dedans qui ne s'enchaîne pas vers d'autres trajectoires. Encore une fois, CHOI fucking X. Il y a juste Pascal qui est né avec son bandeau dans le Son bandeau sur la tête! Mais ça, c'est un autre sujet. Cette semaine, le journaliste José Soucy faisait son analyse de la rentrée parlementaire politique au Québec, plus précisément du PQ. Quels sont ses défis à venir et également, a-t-il trop la grosse tête à vouloir recruter aussitôt? Pour le PQ, là, qui est premier dans les sondages, il était à 29%, le dernier sondage, je le mets à 30%, donc je veux dire, on est possiblement dans la marge d'erreur. C'est le gouvernement Nathan. Encore là, le PQ, s'ils commencent à préparer leur cabinet ministériel, je m'excuse, là, je sais pas qui les conseille, mais je pense qu'ils n'auraient pas dû agir de même. Remarque, ça, c'est mon opinion personnelle. Il n'en demeure pas moins que si le Parti québécois se ressemble comme je le souhaite, parce que je suis un indépendantiste nationaliste, côté conservateur, bien entendu, il faut qu'il rassemble les gens parce qu'il va y avoir un rendez-vous de la dernière chance pour sauver littéralement la nation québécoise. Ça, c'est mon opinion, peut-être qu'il n'est pas partagé par nombre de tes auditeurs. Mais si tu regardes la tendance, le poids politique des francophones dans la Fédération canadienne, depuis 1840, ça ne fait que baisser. Et je pense que bientôt, on va être 17%, je me souviens pas en quelle année, mais dans incessamment. Et on n'aura plus de poids, on n'aura plus de considération, même que le Canada ne sera plus obligé de gérer en pensant au Québec, parce que le Québec, les francophones du Québec vont être minoritaires. Donc, si pour vous autres, c'est important de continuer à parler en français et de garder notre héritage français intact, ben je pense qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix, il va falloir qu'on se rassemble. Et ça sera pas facile parce que actuellement, le PQ et notamment le chef du Bloc québécois qui me déçoit jusqu'à un certain point, qui me déçoit pas jusqu'à un certain point, qui me déçoit totalement, qui va se pointer à la face à la convention de Kamala Harris alors qu'il n'y a aucunement à faire là. Tu sais, je veux dire, l'art de se peinturer dans le coin, puis l'art aussi de dire qu'un Québec indépendant va être un Québec plus vert. Tu fais pas l'indépendance pour l'environnement, tu fais l'indépendance pour la liberté, pour se gérer soi-même. C'est drôle, tu parles, ça me fait penser, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs puis sur Patreon qui me disent « José, j'aime ses analyses, même s'il est souverainiste, je suis pas d'accord avec ça, il dit, le reste, je l'aime bien gros. » Non, mais tu sais, au moins, ce qui est le fun des auditeurs, c'est qu'on comment je te dirais, vous me donnez la possibilité de m'exprimer, vous me respectez. Vous êtes beaucoup, beaucoup plus démocrate du côté à droite que du côté des gens qui sont à gauche. Là. On l'a vu là, pendant longtemps, des gens qui avaient notre pensée, on avait peu de place dans les médias.
alors que les médias alternatifs nous permettent de nous exprimer davantage. Et ça, c'est grâce à vous autres aussi. Là. Pour la liberté d'expression, on s'entend que les gens plus à droite là, sont pas mal plus respectueux de la liberté d'expression que les gens à gauche, du moins présentement. Pour continuer avec le PQ, là, le fameux article d'aujourd'hui, je le mets à l'écran. Éventuel gouvernement du Parti québécois, Paul Saint-Pierre-Plamondon prépare la transition. Les gens en transition, selon les informations du bureau parlementaire, la formation souverainiste a commencé à solliciter dans ses employés de cabinet péquistes afin d'épauler un éventuel gouvernement Plamondon. Fait qu'ils sont en mode recrutement, finalement. Fait qu'ils sont en train de fouiller, ils ramènent des anciens péquistes pour le retour de nos idoles, puis... c'est pas fou à temps plein, c'est-à-dire qu'il faut que tu te prépares, là. C'est parce que, comme je l'ai dit... Il n'y a plus de relève en politique. Là. On s'entend, là, je veux dire, des gars comme Joey Obey, là, il n'y en a pas sur tous les coins de rue. Là. Non, mais c'est vrai, toi, tu es comme une denrée rare dans ce monde-là, parce qu'il n'y a personne qui veut aller en politique. Là. À part ceux qui vont améliorer leur situation financière et qui vont voir ça comme une occasion. C'est le moindrement brillant, ça te tente juste, de faire juste les opportunistes et les sadomasochistes. Ouais, non, mais c'est vrai. Tu penses-tu, puis les gens, ils inventent n'importe quoi à ton sujet. Là. On en a parlé en début, là, lorsque tu fais pas l'affaire, c'est facile de scraper la réputation de quelqu'un. Ça prend une réputation, ça prend une vie à monter, ça prend 30 secondes à descendre. Ben c'est ça, la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres, comme dirait l'expression. Oui, tout à fait. Oui, c'est la première fois que je l'entends, mais c'est très révélateur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Non, c'est ça. Ben écoute, c'est normal d'un parti ayant autant d'avance dans les sondages aussi consécutifs de commencer. Bien évidemment, ça serait complètement irresponsable pour un parti politique, peu importe la couleur confondue, de commencer à penser à ça un mois avant la date d'élection. Mais déjà que, on est quand même encore à 2 ans du scrutin. T'as 5 élus du PQ. Comment se faire? Ils sont 4. Attends, je vais pas me tromper, là. Pascal Paradis, Pascal Bérubé, Joël, puis PSP. Fait qu'ils sont 4. Fait que s'ils gagnent Terrebonne, la parcelle de Terrebonne que Fitzgibbon va ouvrir, ils vont être 5. Ouais. Puis s'il n'y a pas celui de Tabasco avec il va être rendu aux conservateurs fédéraux Lefebvre qui va se faire en même temps, ils vont peut-être. Je dirais pas qu'ils vont être 6 parce que c'est quand même plus serré que le PCQ puis le PQ puis la CAQ. C'est une genre de lutte à 3 dans ce comté-là. C'est pas certain là, du côté. Non, c'est très serré à Tabasco, au centre du Québec, quand même pas mal. Mais c'est sûr que Terrebonne, c'était péquiste avant, puis on le voit dans Québec 125, qui prendrait une lubie, puis le PCQ pas là pour tout. Écoute, ils ont-tu besoin de. Il n'y avait pas besoin de ça. C'est pour ça que je comprends pas le move. Il aurait dû attendre, patienter, parce que c'est comme si il aurait ouvert le regard trop rapidement. Ça fait grosse tête beaucoup trop d'avance. C'est les égos, d'après moi, qui sont intervenus là-dedans. Là. C'est ça qui est arrivé. Là. Ils n'ont pas pris un pas de recul avec une forme de sagesse politique. Remarque peut-être que Legault était exaspéré du comportement à Fitzgibbon aussi. Là. On ne connaît pas tout de l'histoire. Mais n'en demeure pas moins que, on se souvient de ce qui est arrivé dans Jean Talon. Ça a donné un dur coup à la CAQ. On ressuscite le troisième lien, tabarouette. Bon, Terrebonne, là, ça n'aura peut-être pas le même impact parce qu'on s'attend que le Parti québécois gagne. En passant, Mario Dumont a amené un bon point. La pression est un peu aussi sur le Parti québécois parce que si le PQ ne remporte pas cette élection-là, ouais, ça casse la lame de fond. C'est ça. Fait que le PQ doit remporter. Le PQ doit remporter Terrebonne, élection partielle, et la CAQ doit au moins minimalement performer un peu. Mais même là, je ne sais pas comment ils vont faire pour changer la tendance de la perception publique. Non, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils ont le poids. Ils ont le poids du gouvernement qui est là depuis très longtemps. Ils ont l'usure du pouvoir. L'usure du pouvoir beaucoup. Fait que je pense que c'est ça. Ça va être difficile. Je dis pas que c'est impossible. Ça reste quand même dans le CAQ 0, hashtag le CAQistan, malgré que le CAQistan, il commence à être fragmenté pas mal. C'est frite. C'est frite. Fait que ça faut voir qu'ils fassent des Christy de bons coups parce que là, ils ont mal commencé ça. Là. Avec le docteur Karim Elayoubi, on démystifiait les mythes entourant les fameuses agences privées de placement dans le réseau de la santé, dans le réseau public de santé au Québec. C'est-tu vrai qu'ils vampirisent le système public, que sans eux, tout s'effondrait ou qu'ils prennent une majorité de la job au profit des bonnes personnes qui travaillent pour le public et non pas pour les agences? On lit une étude qui nous donne des résultats assez surprenants. Maintenant, passons aux choses sérieuses avec des chiffres. C'est que, probablement, c'est pas moi qui ai commandé cette analyse/étude. C'est le PPSQ, l'Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec. Et ils l'ont déposé en mars 2023, à l'Assemblée nationale. Eux, ils voulaient confronter parce que lorsque les raisons pour lesquelles le ministre Dubé mentionne qu'il veut sevrer le réseau. Traduction, ça veut dire abolir graduellement les agences de placement privé de personnel de la santé. Il mentionne plusieurs aspects. Un de ces aspects-là, c'est le coût. Soi-disant, ça coûte beaucoup trop cher payer une infirmière qui provient de cette agence-là par rapport à une infirmière du public. Ce que le PPSQ a dit, il dit « Oh, time out. Les chiffres que vous nous envoyez sont des chiffres qui ne considèrent pas les avantages sociaux et tout le payroll autour. » Donc là, il dit
OK, nous, de notre côté, on va faire une analyse par une firme indépendante pour voir est-ce que c'est vrai ou non. C'est ça. L'argument présenté, c'est que oui, les agences privées ou les infirmières ou les personnels soignants qui sont dispatchés dans les endroits aussi que le réseau public n'a de besoin, c'est qu'ils sont payés, je dirais pas excessivement, mais comparément à ceux qui sont vraiment dans le temps plein, ils font pas partie des agences, beaucoup plus cher que les infirmières qui travaillent dans des différents hôpitaux du réseau public et qui font à peu près la même job, mais qui sont pas en mode patch dispatch. Ils disent, c'est pas juste, le réseau public, tout le monde laisse le côté égalitaire sociétal un petit peu, là, tout le monde devrait être payé pareil pour la même job, ça n'a pas de bon sens. On fait payer plus cher le réseau public, donc c'est tous les Québécois qui sont attaqués. Puis justement, comme tu disais, ils se font cannibaliser par les agences. Mais j'aime ça quand tu utilises ce terme-là, qu'on continue à l'utiliser, j'aime ça. Mais là, qu'est-ce que l'analyse dit? Parce que l'analyse calcule l'ensemble des avantages sociaux des travailleurs de la santé, donc c'est-à-dire congé maternité, congé paternité, vacances payées, fonds de pension, etc. Okay? Et ça, c'était au plus fort de la pandémie, OK? En 2021-2022, où est-ce qu'il n'y avait à peu près pas d'appel d'offres, c'était des contrats de gré à gré. Oui. Comme c'était des contrats de gré à gré, les coûts ont explosé dans ces agences-là parce qu'on s'entend, tu avais beaucoup d'infirmières, soit qui avaient la COVID, soit qui étaient en retrait, soit qui étaient en congé maladie, soit qui étaient burn-out, etc. Pendant la COVID, c'était une catastrophe à cause que tu avais beaucoup de personnel qui était juste, qui ne pouvait pas rentrer travailler. Il suffisait que si tu étais infecté à la COVID, c'était 14 jours que tu ne pouvais pas travailler. Puis même à un moment donné, il y avait des tests répétitifs. Puis des fois, tu avais des gens qui étaient au-dessus d'un mois sans travailler. Après ça, on s'est rendu compte que tu pouvais continuer à tester 3 mois d'affilée. Donc, on a dit, OK, après 14 jours, même après ça a été après 10 jours. Puis après ça a été après 7 jours. Disons que on en a parlé aussi dans le passé, Karim, à quel point qu'une partie de la faillite du réseau public durant la pandémie, c'était, oui, vous allez dire, il y a une pandémie, il y a un virus, mais c'était beaucoup aussi à cause de ces maudites politiques-là que test positif, tu tombes quasiment en quarantaine, puis le réseau se vidait parce que, bien évidemment, les travailleurs de la santé finissaient par le pogner, pas le choix. Tu soignes des patients qui l'ont. Ils ont tellement été frettes, puis que là, tout de suite en télétravail, tout de suite assis, tout de suite ça, les hôpitaux se sont vidés, la situation s'est dégradée, puis on blâmait les non-vaccinés. Au début, que tu aies des quarantaines plus prolongées comme ça, quand on ne sait pas à quoi on a affaire. C'est normal, ben oui. Ça, c'est une chose, puis c'est le principe de prudence. Mais à un moment donné, tu as besoin de personnel pour soigner. Après 1 an et demi, 2 ans, à un moment donné, tu commences à comprendre le modus operandi. Exactement. Et malgré ça, le salaire horaire moyen, OK, des travailleurs de la santé issus des agences était de 58,21 $ par rapport à 57,91 $ pour le réseau public. Ben voyons donc. Oui, ben en tout cas, je veux dire, si les chiffres sont pas bons, c'est Raymond Chabot de Grant Thornton. Non, mais je dis pas, je réagis plus que je nie tes chiffres, Karim. Là. Je sais. Donc, 0,5 % de différence entre les deux, au plus fort de la pandémie. OK? Et après ça, un autre mythe que cette analyse-là a débunké, c'est qu'un des problèmes aussi qui est avancé, c'est que ces agences-là, c'est uniquement, tu dis, c'est tellement beau le privé, c'est du 9 à 4 dans des belles conditions, bain tourbillon, coupe de champagne, etc. J'exagère, on s'entend. Un peu de caviar on the side. Exactement. Ben, c'est plus de 40 % des quarts qui ont été distribués, c'était des quarts de nuit. Donc, plus de 40 %, ça veut dire plus de 40, donc autour de 40 %. Bon, ça veut dire 4 quarts sur 10 étaient un quart de travail de nuit. C'était pas 19 sur 20 qui étaient des quarts de travail de 9 à 4. Non, c'était des quarts de nuit autour de 40 %. Ah oui, c'est du patchage. Exact. Autre mythe qui est débunké. Et également, ils disent que, encore une fois, ça cannibalise le réseau public parce que toutes les infirmières veulent aller là, puis là, il y a personnel dans le public. Mais non, c'est juste 3 à 4 % selon cette analyse, c'est juste 3 à 4 % des heures travaillées qui proviendraient des agences de placement. Hey, c'est fou, là. Donc, quand tu regardes ces chiffres-là... Et puis ils se sentent menacés par ça, Karim, imagine. Quand tu regardes ces chiffres-là, tu te rends compte que ce n'est qu'une soupape pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de bris de service dans des situations extrêmes. C'est ça le point. Mettons que tu me disais 85 % des chiffres octroyés viennent d'agences de placement privées. Là, on aurait une discussion qui est complètement différente. On serait dans un rapport au réseau complètement différent. Là, on dirait, est-ce qu'on est nécessairement sur la bonne track? Est-ce que c'est nécessairement sur... Non, on n'est pas là. On est à 3-4 %. Donc, on se rend compte, quand tu es à 3-4 % comme ça, arrêtez de parler de cannibalisation. Parlez possiblement d'une
d'une bouée de sauvetage nécessaire. Non, c'est ça. Lorsque je regarde le tableau, c'est plus une bouée de sauvetage nécessaire qu'une cannibalisation du réseau. Parce que ce 3-4% qui est utilisé pour patcher, parfois vous auriez des bris de service, comme ce qui est arrivé sur la Côte-Nord. Le fait que tu sois dans une position de gouvernance, particulièrement le pouvoir exécutif, un ministre, si tu penses que tu es capable de tirer les manettes toi-même et de faire la micro-gestion un peu partout, tu vas te planter. Regardez ce que M. Dubé essaie de faire, probablement avec beaucoup de bonne volonté, mais il déstabilise les vecteurs du marché et malheureusement, tu as des bris de service. Tu as eu des patientes qui ont été obligées d'aller accoucher, c'est quoi, là, de Bécomo à Chicoutimi, là. Ouais, ben, Québec, c'est l'histoire d'horreur. Mais tout ça, Karim, en dit beaucoup, beaucoup plus sur l'état actuel du réseau public que sur les agences elles-mêmes. Hey, sérieusement, ça fait tellement château de cartes que t'enlèves même pas 3 à 4% des heures travaillées qui sont là pour patcher, puis ils ont peur que le réseau s'écroule de lui-même. Hey, faut-tu qu'il soit scrap, le réseau, sérieux? Je remets pas en question la qualité des services donnés par les gens ou la qualification de ceux qui travaillent dans le public. Je pense que la majorité sont qualifiés, ils font une bonne job. Mais votre organigramme ultra centralisé, ultra syndicalisé as fuck, ben c'est ça que ça crée. L'égalité à tout prix, puis pas de pas vouloir justement adapter le one size fits all, puis pas adapter la situation aux objectifs et aux attentes de chaque région du Québec par rapport à la quantité de personnes soignées qui ont besoin ou des personnels soignants, ben c'est ça que ça donne. Hey, 3-4%, les amis, là, c'est pas à moitié, là. C'est des grenailles, puis ils capotent. Hey, c'est fou, braque! Et on termine avec notre microbiologiste Serge Cloutier qui est revenu pour sa première en ce jeudi, avec qui on parlait de la 4e révolution agricole qui se passe présentement avec l'innovation technologique, l'intelligence artificielle, la domotique, qui fait qu'on a de moins en moins besoin de terres agricoles pour produire énormément de nourriture. On optimise et on augmente la productivité de chaque mètre carré de terre cultivable et c'est une bonne chose. Regarde, ben, je vais faire le même exercice que Yann. Parce que des fois, une image vaut 1000 mots, là, puis vous allez me dire, voyons, Joey, mais je vais le mettre au complet à l'écran pour que les gens puissent voir un peu. Tout ce que vous voyez en vert pâle, le vert foncé, c'est majoritairement des boisés, de la forêt, mais si on zoome beaucoup, mettons, au centre du Québec, regardez, c'est de l'agricole. Checkez comment c'est gros. Je comprends, c'est la vallée du Saint-Laurent, puis tu sais, vous allez dire, ici, c'est rien du bois. Ben oui, bien évidemment. La majorité de la population du Québec est pas mal au niveau du sud de la province, mais regardez ça. C'est pas les terres agricoles qui manquent, là. Hey, on vient de dépasser le 9 millions, là. Puis comme tu le dis, on a l'impression qu'on touche à peine. Puis regarde, on n'est pas je pense qu'il faut clarifier ici. On n'est pas en faveur que de chopper là-dedans, puis qu'il n'y ait aucune révision de ça, puis on construit, puis on sac d'or les terres agricoles, puis jusqu'à temps que ça nous pète d'en face. Ben non, bien évidemment, faut prendre en considération les différentes réalités du terrain, mais aussi, à un moment donné, il faut pas se le cacher, on vit dans le bois. Littéralement. Puis on n'arrête pas de parler de nos écolos qui arrêtent pas qui critiquent avec raison. D'ailleurs, on a des places comme par exemple au Brésil qui coupent carrément une majeure partie de la forêt amazonienne, en tout cas une bonne partie pour créer une nouvelle terre agricole. Tandis que nous autres, on en surplus, puis ça serait un peu stupide de couper du bois pour en faire de nouvelles. On a tellement en surplus, puis on nourrit tellement de monde justement qu'on exporte l'extra qu'on fait. On pourrait s'en servir pour du moins affaiblir la crise du logement. Exactement. Ben, c'est ça. Exactement. On n'est pas genre à quelques terres agricoles près de manquer de nourriture. Vraiment pas. On en produit de plus en plus. En fait, si tu montres le graphique que je t'avais envoyé de All World and Data, ce qui montre, c'est que depuis les années 60, notre production alimentaire est en constante augmentation, de même que la population. Ça, c'est pour la production céréalière, mais tu sais, genre, c'est juste une illustration. La population augmente, notre production augmente de manière considérable et tu vois la ligne en bas qui est plate, ça, c'est le nombre de terres utilisées. Donc, on est beaucoup land use for cereal, ouais. C'est ça. On est beaucoup plus productif sur le même nombre de terres. Ça, c'est à cause des innovations technologiques. Puis, il y en a plusieurs. C'est un peu que c'est ça que je voulais parler, que les gens qui vont critiquer, on va dézoner, on va construire, comment on va se nourrir, on dirait que c'est des gens qui sont pris dans les années 60, qui n'ont pas compris que l'agriculture a évoluer. On a des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques, des nouveaux procédés, qu'on est beaucoup plus productif. En fait, sur plusieurs, on est vraiment rendu là, dans la 4e révolution agricole. Oui. Fait que, c'est un peu ce genre de choses-là que je voulais parler aujourd'hui. Donc, des différentes nouvelles technologies. Avant que tu y ailles, juste pour le bénéfice des auditeurs qui nous écoutent en audio, ce qu'on voit de 1961 à 2023, en fait, les chiffres de 2022, la production de céréales, en fait, le nombre de terres utilisées est relativement la même. À la limite, elle a augmenté légèrement. En fait,
terre utilisée par les céréales de 61 à 2022, on parle uniquement 12,89 pour un rendement de production de céréales depuis 61 de 248,93 et un rendement des céréales de 209,07 En plus, pour fournir pour une population qui a augmenté de 161,72 Non, c'est énorme. Là. Ça, c'est des données mondiales. Là. Absolument. On rentabilise en tabarouette avec le peu qu'on a, là, sérieusement. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Puis ça, il y a plusieurs facteurs. Donc, on parlait de production de protéines animales en laboratoire. Donc, qui pourrait être une alternative. Peut-être pas nécessairement genre, ça va jamais refaire un gros steak ou une grosse brisquette, mais tu sais, genre pour des trucs plus simples comme des protéines de poulet, tu sais, ça peut aider à nourrir des populations, tu sais, qui ont plus de difficultés d'accès. Fait que ça, c'est une des choses. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, tu sais, je vous conseille d'aller écouter la chronique de l'année dernière. Une autre chose, j'avais écrit un texte, ça fait longtemps, mais on peut en parler, c'est les fermes verticales. Tu sais que je me rappelle à un moment donné, je pense que Yann avait dit qu'il n'était pas trop convaincu des fermes verticales. Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, tu étais plus un peu convaincu. Non, parce que j'ai travaillé, drôle d'adon, durant la pandémie. Je vais faire un shout-out, mais c'est pas nécessairement parce que je vais faire de la pub gratis. J'ai travaillé pour une entreprise de métallurgie, en fait, une usine d'acier qui s'appelle Montel Inc. à Montmagny. Et eux autres, ils font différents projets. J'ai passé le premier 6 à 8 mois à travailler pour eux autres à faire des genres de grosses, étagères de livres pour les archives, le bâtiment des archives du Canada. Mais un de leurs gros projets qu'ils faisaient depuis plusieurs années, c'est justement des structures en acier pour des fermes verticales. Puis tu sais, écoute, autant que c'est ça dépend des produits, ça dépend des aliments qui sont poussés là, parce que bien évidemment, mettons, tu peux pas faire pousser du tournesol d'une plante verticale. Tu sais, la plante est même trop haute. Tu sais, c'est vraiment des plantes qui sont pas très hautes en termes puis qui prennent pas beaucoup de place, mais quand même, c'est voir la production d'aliments en 3 dimensions. Autant que je peux comprendre Yann qui soit réticent, parce que bien évidemment, c'est très embryonnaire. C'est embryonnaire, mais je pense que c'est une des voies du futur. Puis c'est pas fou, anyway, c'est juste, regarde, le principe, en fait, c'est qu'il y a des étages. Bien sûr, tu as le ras du sol, mais en gros, c'est comme des étagères, mais des étagères qu'il y a de la plantation et de l'agriculture qui se fait, et c'est majoritairement fait dans les serres, surtout, mais c'est plus tough de faire ça. Des serres ou des entrepôts, là. C'est ça. Fait que il y a plusieurs niveaux. C'est sûr que c'est plus facile, mettons, pour des laitues, des choux, tu sais, des trucs là, qui n'ont pas des grosses dimensions. Des aubergines. Des aubergines. Fait que c'est ça, ce qui fait que ce qui est le fun aussi, c'est que ça, tout est contrôlé. Tu peux contrôler la quantité d'eau. Fait que tu peux avoir la quantité d'eau optimale pour la plante. Donc, tu n'as pas de perte d'eau. Tu n'as pas de perte. Tu peux décider, les nutriments, le phosphate, les nitrates, un peu tout ça. Beaucoup moins de pesticides. Tu as beaucoup moins aussi, vu que tu peux faire ces productions-là plus locales, fait qu'il y a beaucoup moins de transport. Fait qu'il y a comme plein d'avantages. Ce qui est le fun aussi, genre, quand il y a un libre marché, que ce soit les fermes verticales, soit les protéines animales, c'est qu'il y a plein de compagnies qui vont essayer, qui vont faire plein d'affaires. Il y en a qui vont réussir, il y en a qui vont échouer, mais tu sais, le total, ça va être qu'il y a plus de nourriture qui va être produite. Ça, c'est une autre technologie qui est, en tout cas, à mes yeux, qui est prometteuse. Okay? Oui, quand même assez optimiste là-dessus. Comme je dis, c'est toujours une question de baisser ça peut être dans tout. Ça me fait penser à Drummondville, les roses de Drummond. Encore là, je fais de la pub gratis parce que c'est ça qui me fait ça me pop dans la tête. Mais c'est tous les vergers qui font pas uniquement nécessairement de l'agriculture alimentaire, mais qui font justement de la culture de plantes, de la culture de fleurs. C'est aussi une capacité dans des serres de vouloir doubler, tripler la production en contrôlant les conditions pour pas qu'il y ait de perte d'eau, de surutilisation de certains pesticides. C'est de l'optimisation, finalement. C'est optimiser, c'est savoir, comme mon père dirait, c'est savoir travailler intelligemment. Ben ouais, c'est ça. Puis là, on a les technologies pour le faire. C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Sachez que les En toute liberté sont disponibles du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube et Spotify de Yann et Frank. Et si vous voulez avoir davantage de contenu exclusif, abonnez-vous au patreon.com/isénéchal. Bon week-end tout le monde.